Bonsoir et bienvenue pour cette édition du 23 octobre du 7-8 sur TV Fil 78 en direct. Si vous nous rejoignez à 18 h aujourd'hui, nous reviendrons sur les événements du 17 octobre 1961, sur les déclarations de François Hollande. Le chef de l'État a fait un premier pas vers la reconnaissance des massacres qui se sont déroulés à Paris lors des manifestations pour l'indépendance de l'Algérie organisées par le FNL. En plateau, Henri Pouillot, vous militez pour cette reconnaissance. Vous nous direz si vous êtes satisfait de ces avancées. Invitée également au cours de la prochaine heure, Bernadette Pilois, la secrétaire de l'Association nationale des maîtres chiens guides d'aveugles. Elle lance une pétition pour que leurs compagnons soient acceptés partout. Leurs compagnons en formation, vous verrez qu'ils ne sont pas encore acceptés partout. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de se mobiliser. Et puis, comme chaque mardi, la page environnement, c'est avec Valérie Auribeau. Bonsoir Valérie. Bonsoir Wilfried. Ce soir, nous allons aborder l'éducation des enfants au développement durable. Et pour ce faire, nous aurons Caroline Sullier de l'association YGREN qui nous présentera la mallette pédagogique destinée aux professeurs qui enseignent le développement durable aux 8-12 ans. Merci. La page environnement, ce sera au début de la seconde partie de cette émission d'environ une demi-heure. Le reste du sommaire en images à présent, les principaux titres de ce 23 octobre. Les conseillers régionaux sont invités à se pencher dès ce mercredi sur l'étude du SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France. Un document essentiel pour définir les orientations en matière par exemple de logement ou de transport dans la région d'ici 2030. Olivier Pareja d'Europe Écologie Les Verts commentera ce nouveau schéma régional. Le SIAC gère le réseau d'assainissement de la Courance et englobe notamment des communes comme Morpas et Coignères. Des travaux de rénovation sont en cours pour remplacer les anciennes canalisations qui datent d'une cinquantaine d'années. Une cérémonie a lieu tous les jours à 18 h 30 devant l'Arc de Triomphe à Paris. En toute discrétion, l'allumage de la flamme du soldat inconnu. Des jeunes de Montigny-le-Bretonneux et de Voisins-le-Bretonneux viennent d'y participer. Le club de gymnastique rythmique de Morpas-Elancourt a tenu à bien figurer à l'occasion des derniers championnats départementaux. C'était le premier rendez-vous de la saison. Manon Marin s'est imposée dans le Critérium Senior. Les images de cette compétition à découvrir ce soir. Et on commence donc avec les dernières avancées autour de la reconnaissance par l'État des événements du 17 octobre 1961. Et je reçois donc Henri Pouillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif 17 octobre 1961. C'est ce jour que l'État français a violemment réprimé une manifestation interdite organisée par le FLN pour demander l'indépendance de l'Algérie. Un chiffre pour résumer la situation, 51. Il aura fallu 51 ans avant qu'un gouvernement ne reconnaisse ces événements. François Hollande, la semaine dernière, par un communiqué, a précisé que le 17 octobre, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. Je cite toujours ce communiqué, la République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, vous êtes satisfait de cette avancée du gouvernement ? Oui, c'est un aspect très positif qui enfin arrive. Ça fait des années qu'on essaie de faire avancer, reconnaître ce fait. Par contre, même dans ce communiqué, il y a des choses qui sont quand même un peu légères, un peu suffisantes. Pour vous, ce n'est pas suffisant. C'est un premier pas, mais il y a encore du travail à faire. Sachant que c'est un communiqué, ce n'est pas non plus une déclaration officielle. C'est resté par écrit pour l'instant. Et puis en plus, la façon dont ce communiqué a été fait est un peu, j'allais dire, cavalier, parce que notre collectif qui regroupe 70 associations qui ont appelé à cette manifestation d'octobre avait demandé un rendez-vous au président de la République le 15 septembre, n'ayant pas de réponse, le 10 octobre, nous sommes allés déposer une lettre à l'Élysée disant que le mercredi suivant, le 17 octobre, à 15 h, nous viendrons chercher la réponse. La date anniversaire de cet événement. De l'événement, et 3 heures avant la manifestation qui devait avoir lieu, le rassemblement sur le pont Saint-Michel. Et le président de la République nous a laissé 1 heure sur le trottoir sans accepter de nous recevoir. Nous n'avons pas... L'Élysée n'a pas trouvé de personne pour nous recevoir. On nous a simplement proposé d'aller avoir la réponse au ministère de l'Intérieur qui est à côté. Et en plus, le communiqué a été fait simplement par une agence, par une déclaration à l'agence AFP. Même, on n'a même pas été destinataire de ce communiqué. Vous avez sollicité un rendez-vous le 17 octobre donc, 2012, 51 ans après les faits. Vous n'avez pas été reçu et le communiqué a été publié via l'AFP, effectivement, quelques heures après. Vous avez le sentiment que c'est la pression que vous avez exercée qui a permis d'obtenir ce communiqué ?
Nous sommes persuadés que s'il n'y avait pas eu une telle pression, il n'y aurait pas eu de communiqué du tout. C'est un peu l'impression qu'on a ressentie, surtout qu'il y a d'autres éléments qui viennent un peu nous inquiéter par rapport à ce pas important quand même. Vous avez tout de même le sentiment d'être un tournant, en tout cas, de l'histoire ? Ça peut être un tournant si ce n'est pas le premier pas et le dernier pas. C'est ça le problème important. Pourquoi je dis ça? C'est que hier, en particulier, Laurent Fabius vient de déclarer, et je ne veux pas transformer ses propos, qu'il n'était pas question d'un traité d'amitié franco-algérien à préparer, mais d'un partenariat stratégique centré sur les domaines économiques, éducatifs, énergétiques, et pourquoi pas militaires. Les problèmes de droits de l'homme et la reconnaissance des crimes d'État, des crimes contre l'humanité commis pendant la guerre d'Algérie, pendant le colonialisme, on les passe sous silence complètement. Et pourtant, c'est une demande forte, y compris du peuple algérien, mais aussi de toutes les victimes de cette période, qu'enfin on reconnaisse que là, ce pas, c'est important parce qu'on reconnaît que les victimes ne sont pas des insurgés, etc., que ce sont des victimes de cette répression, mais on ne reconnaît pas que c'est un crime d'État. Et ça a été fait en catimini, au lieu que, pour un fait aussi important, il n'y ait pas une déclaration de fait de façon symbolique, en un lieu symbolique, avec tout le symbole que ça aurait pu nécessiter pour aller plus loin. On peut peut-être préciser les événements qui se sont déroulés ce 17 octobre 1961. Vous avez vu quelques images d'un documentaire qui est sorti l'an dernier, Ici on noie les Algériens. On vous avait reçu sur ce plateau, on en avait parlé à cette occasion. Officiellement, le préfet Maurice Papon, préfet de Paris à l'époque, la déclaration était la suivante, 3 morts officiellement. Ce n'est pas la version que vous soutenez, et que les historiens, de nombreux historiens, bien évidemment, défendent. Tout à fait, puisque même le photographe qui était dans les locaux de l'Humanité, qui se trouvait en face du Rex, a pris les photos et il a des nombreuses, rien que devant l'Humanité, sur le trottoir qui est en face, 12 cadavres ce soir-là. Rien que déjà ça, c'est du bilan une démonstration très concrète. Mais c'est au moins 300 personnes qui ont été tuées dans cette période. Alors ça a commencé les répressions un peu avant le 17 octobre et ça a continué un peu après. Il faut donc voir sur toute une période. Mais cet objectif était en fait un objectif gouvernemental consciemment élaboré entre Papon, Michel Debré et y compris De Gaulle à cette époque-là, parce que De Gaulle voulait à tout prix obtenir un cessez-le-feu, mais à 2 conditions, c'est de garder la souveraineté du Sahara et l'exploitation du pétrole qu'on venait de découvrir quelques années précédemment. Et le pouvoir ne pensait pas la force du FLN. Or, en région parisienne, il y avait de l'ordre de 150 000 Algériens, familles comprises, et dans cette manifestation, il y a au moins 30 000 personnes qui ont manifesté ce soir-là. Et contrairement à ce que disait Guénaud il y a quelques jours, ils étaient endimanchés, ils n'avaient ni couteau, ni bâton, ni quoi que ce soit, parce qu'il y avait eu des consignes très strictes et un contrôle, et aucun Algérien n'était armé. Ils avaient même la consigne de ne surtout pas répondre à la provocation qui était envisagée et prévue presque. Parce que vous avez cité Henri Guénaud, on va revenir justement sur cette déclaration d'Henri Guénaud, le député de la 3e circonscription, député UMP. La déclaration, le communiqué de François Hollande a fait beaucoup parler. Vous nous disiez que ça ne va pas encore assez loin, mais pour certains élus, c'est déjà allé trop loin. Henri Guénaud qui déclarait sur France Inter, c'était hier matin, que finalement les événements du 17 octobre, ce n'était qu'une manifestation qui avait mal tourné. Il a fustigé l'acte de repentance du gouvernement. Ce sont des propos qui vous choquent, sachant qu'également à l'UMP, Christian Jacob ou encore François Fillon également ont dénoncé ces propos, ce discours de culpabilité de la part du chef de l'État. Surtout, ça me choque profondément pour deux raisons. Henri Guénaud était le spécialiste de l'écriture des discours de Sarkozy qui avait trait aux questions d'histoire. Il a eu un diplôme de licence d'histoire à la Sorbonne quand il était jeune étudiant, et donc il devrait logiquement respecter les faits historiques. Or, quand il parle que les faits ont dégénéré des 2 côtés, c'est absolument pas vrai. C'est un mensonge grossier pour tenter d'accréditer sa thèse de maintenir une idée de colonialisme positif, etc. Ces 2 discours de Dakar ou celui de Toulon qui ont préparé
la politique colonialiste de Sarkozy sont là pour montrer comment c'est un négationniste de l'histoire et qu'il l'adapte à sa façon. Alors on revient sur ces propos de François Hollande et ce premier pas en tout cas du gouvernement. Aujourd'hui, concrètement, vous attendez après ce communiqué qui a été publié donc la semaine dernière par l'Élysée? J'attends qu'en particulier les actes suivent les paroles. Je prendrai 2 exemples concrets. Le 20 octobre prochain, il est prévu, et je viens de faire une lettre cet après-midi à Le Drian, le ministre de la Défense, il est prévu à Fréjus, sur le mémorial de la guerre d'Indochine, que le ministre lui-même irait inaugurer la stèle au général Bijard. Ce général, il a le triste privilège d'avoir associé son nom aux crevets de Bijard. Et ces crevets de Bijard, c'est quoi? Ce sont des Algériens que Bijard avait décidé d'assassiner sans jugement sinon le sien, et il les larguait dans un premier temps d'avions ou d'hélicoptères de 300 mètres d'altitude. On retrouvait ces corps dans les montagnes, ça faisait problème. Donc pour fignoler, il les a jetés dans la mer Méditerranée. Mais il y en a quelques-uns qui sont revenus à la nage. Pour qu'ils ne reviennent plus à la nage, on leur a scellé les pieds dans un bloc de béton. Et c'est cette technique qui a été exportée par Rosares, Trinquier et Lacheroy en Argentine pour faire disparaître les 30 000 disparus pleurés par les folles sur la place de Mai. Donc, honorer cette espèce, c'est remettre en cause toutes les valeurs républicaines de la France, des droits de l'homme, dans ce domaine. Donc pour vous, ce serait encore plus symbolique en quelque sorte qu'il n'y ait pas de commémoration en l'honneur du général Bijard. Qu'on se débarrasse, qu'on laisse la paix au centre de Bijard et qu'on les mette à la limite là-bas, oui, mais pas avec un honneur officiel d'un ministre qui va inaugurer une telle stèle. C'est une négation même des valeurs républicaines et c'est en contradiction, puisque c'est une insulte aux Algériens, puisqu'il y a tant de morts algériens qui ont été torturés et exécutés par Bijard et ses troupes, que c'est une insulte propre aux Algériens, donc qui va en contradiction avec la reconnaissance là. Il y a l'autre fait qui est aussi significatif, c'est que dans la caserne de Pau, par exemple, il y a 2 ans, l'équipe de Sarkozy a inauguré une stèle à la gloire du colonel Chateau-Jobert. Ce militaire était un putschiste qui a tenté de renverser la République en avril 61, qui a déserté, qui a organisé le maquis de l'Arsenis pour contester le cessez-le-feu algérien et qui a été condamné à mort. On a mis sa stèle. Je suis intervenu, entre autres, pour demander à ce qu'il n'y ait pas une commémoration comme c'était prévu dans quelques jours dans cette caserne et qu'on retire cette stèle pour la mettre dans le domaine privé au lieu de public. Et j'ai reçu une réponse de la présidence de la République, donc juste avant cette déclaration, disant que c'était normal que cette stèle y figure puisqu'elle avait été demandée de façon légale. J'insiste pas trop, on le trouve sur mon site, toute la justification qui est totalement aberrante. Et ça veut dire qu'on donne un exemple aux jeunes militaires qui sont en formation. Vous pouvez déserter, comploter contre la République et être condamné à mort et honoré. C'est quand même une remise en cause des valeurs républicaines qui est inacceptable. Donc pour vous, le combat encore va se poursuivre, malgré ces premières déclarations, puisqu'il y a encore des actes qui ne sont pas forcément en adéquation avec la déclaration de la semaine dernière. Et puis puisque vous avez mentionné effectivement ces questions de torture en Algérie durant la guerre d'indépendance, je rappelle que vous étiez l'un des premiers, en tout cas certainement le premier, à dénoncer la torture. Vous avez publié des ouvrages autour de cette question, sur ces questions de la torture. Merci d'être venu sur ce plateau évoquer vos différentes réactions à ces déclarations autour du 17 octobre 1961. Merci à vous. Je vous remercie. Dans un instant, les droits des chiens d'aveugles, ils ne sont pas acceptés partout, surtout lorsqu'ils sont en formation. Une difficulté supplémentaire pour leur maître. Explication à suivre avec notre prochaine invitée. Auparavant, nous partons pour Paris. Une cérémonie a lieu tous les jours à 18h30 devant l'Arc de Triomphe. En toute discrétion, à l'image de la flamme du soldat inconnu, des jeunes de Montigny et de Voisins, le Bretonneux, viennent d'y participer. Reportage. On y va ? En route pour Paris et son Arc de Triomphe. Ce soir-là, des jeunes de Montigny et Voisins vont avoir le privilège de participer à la cérémonie du ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. C'est une cérémonie assez importante à laquelle nous avons, les 3 communes concernées, souhaité impliquer nos conseils municipaux des jeunes parce qu'il nous a semblé que la mémoire, elle doit se transmettre, se raviver également. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nos conseils municipaux des jeunes sont présents. C'est Warren Kabedi, ancien président du conseil municipal des jeunes de Montigny, qui a été choisi comme porte-drapeau. Je sens que c'est important pour toutes les personnes qui sont là. Ouais.
Et c'est une certaine fierté aussi pour les élus de ma ville, donc je suis content de le faire. C'est un moyen de se rappeler qu'il y a eu la guerre et de se rappeler qu'il y a eu des gens qui sont morts pour nous. L'association des officiers de réserve des Yvelines a effectué tout un travail de préparation auprès de ces jeunes à propos de la finalité de cette cérémonie, car la guerre de 14-18, pour certains, c'est un peu flou, reste le symbole. Moi je pense que c'est très important qu'on soit là en tant que jeunes, parce qu'on existe en France, donc je pense que c'est un symbole fort. En tout, 60 jeunes Yvelinois venus de Montigny, Voisins et Viroflay ont participé à cette cérémonie. Le ravivage de la flamme a lieu tous les jours à 18h30 depuis 1923, en mémoire des soldats français tombés pendant la guerre de 14-18.